En France, il y a un secteur qui est dans le collimateur des forces de l'ordre, celui de la vente d'automobiles. Une poule aux œufs d'or pour les nouveaux rois de la magouille. En ligne de mire des services antifraude, les garages spécialisés dans les véhicules d'occasion. Des établissements comme on en trouve souvent près des grands axes partout en France. Accès facile, transactions rapides, vous pouvez y vendre votre voiture ou en acheter une nouvelle en quelques minutes seulement. Nous sommes près de Poitiers, dans le centre de la France. C'est ici, dans cette région d'habitude plutôt tranquille, que commence notre histoire. Tout est parti d'une lettre anonyme. Une bonne vieille recette pour dénoncer les agissements de son voisin. Cette lettre a été envoyée à la gendarmerie locale. Qui c'est qui a la lettre là tu m'as parlé hier, Fred? Ça y est, là. Ok, merci. C'est Thierry, un maréchal des logis-chefs, qui s'est occupé de ce courrier. Monsieur, je désirerais vous informer sur des personnes peu scrupuleuses qui travaillent dans votre secteur. C'est le garage. Dans sa lettre, le Corbeau se plaint d'un garage spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Fraude multiple, virement à l'étranger, travail dissimulé. Les accusations sont graves. Comment des personnes qui sont RMistes peuvent posséder autant de biens? Et le cerveau, c'est lui qui possède les fonds. Il fait du tort à et profite indûment des aides de la société. Il est RMiste, mais roule en 4x4 et autres véhicules que je ne pourrai jamais me payer. J'espère que vous ferez sauter cette crapule et tous ces biens acquis de manière illicite. Merci. La plupart des lettres anonymes ne sont que des tissus de calomnie sans intérêt. Mais cette fois, le délateur donne une série de détails qui intriguent Thierry. Celui qui a écrit ce texte est bien renseigné. Elle est très précise. Il y a des noms. Il y a le numéro de sirette d'une société. On parle d'argent. La personne semble bien connaître les protagonistes de la lettre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est certainement proche ou qu'il les connaît bien et que ce dont il parle doit être vrai. Pour en avoir le cœur net, Thierry se connecte au registre du commerce. Puis il cherche à identifier tous les salariés de la société. Et la surprise, la liste est vide. C'est comme ça. Il n'y a aucune déclaration de fait. Et il y a des gens qui travaillent sur place? A priori, il y a des gens qui travaillent sur place. On parle d'un mécano là dans le courrier, on parle d'un mécanicien, on parle d'un autre, on parle de 2 personnes déjà. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui travaillent. Dans la foulée, Thierry vérifie le casier judiciaire de celui que la lettre présente comme le cerveau. L'homme aurait manifestement un lourd passif. Ah oui, enlèvement, séquestration, blanchiment, importation non autorisée de stupéfiants, recel. Très connu ce monsieur, violence volontaire avec menace d'une arme. Ah, il a un sacré pédigré. Même constat pour les 2 autres individus mentionnés dans la lettre. Quel que soit leur rôle exact dans la société, ce ne sont visiblement pas des enfants de cœur. C'est suffisant pour justifier une visite sur place. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-bas? Pour l'instant, des véhicules, le nombre de véhicules en vente ou pas. Et surtout, voir si effectivement, comme dans la lettre, il y a la présence d'ouvriers non déclarés. Voilà, faut que ce soit la base de départ et d'ores et déjà, on aura une infraction au travail dissimulé. Aux abords de l'entreprise, pas question de sortir de la voiture avec notre caméra. Vu le profil des suspects, Thierry ne veut prendre aucun risque. Heureusement, il va pouvoir s'installer dans un entrepôt situé à quelques dizaines de mètres en amont, de l'autre côté de la route. C'est là qu'il va établir sa planque. Avec son matériel photo, il espère pouvoir comprendre comment fonctionne l'établissement et surtout déterminer combien de personnes y travaillent. À peine installé, Thierry remarque un individu vêtu d'une combinaison de travail qui s'active autour d'une grosse cylindrée. Qui est cet homme? Mystère. Seule certitude, alors que le garage n'a officiellement aucun salarié, son attitude ressemble à s'y méprendre à celle d'un mécanicien.
Quelqu'un qui soulève un capot de voiture, qui prend une clé et qui démonte une partie ou un élément d'un moteur. Le gars il est là pour travailler, hein, surtout quand il a les mains bien noires. Il n'est pas là pour acheter une voiture. La suspicion de travail dissimulé se précise. Mais l'attention de Thierry est bientôt attirée par des clients qui s'intéressent aux voitures d'occasion. Curieusement, aucun vendeur ne se présente pour les conseiller. Et au bout d'un quart d'heure, ils repartent bredouille. C'est peut-être 10 000 € qui s'envolent, hein. Surtout à la période actuelle, hein, où il n'y a pas beaucoup d'argent. Je pense qu'ils sont comme tout le monde. S'ils pouvaient vendre une voiture aujourd'hui, ça pourrait être intéressant pour eux. En tout cas, il n'y a pas tellement d'attitude du bon vendeur qui au moins observe un petit peu ce que les gens font sur le site et pour pouvoir préparer son discours. 2 des gérants présumés dénoncés dans la lettre étaient pourtant présents au même moment. Pourquoi n'ont-ils pas réagi à l'arrivée des clients? Impossible de le savoir, mais la scène intrigue beaucoup notre enquêteur. Quelle que soit l'explication, il en sait assez pour prendre la lettre anonyme au sérieux. Travail dissimulé, trafic de voitures volées, chiffre d'affaires maquillé. À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles. Il va donc falloir les vérifier, une par une. Mais pour ça, Thierry va avoir besoin d'aide. Quelques jours plus tard, il se rend à la gendarmerie de Poitiers pour solliciter l'appui du GIR, le groupe interrégional, une unité spécialisée dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Elle réunit des gendarmes, des policiers, des enquêteurs financiers et même des douaniers. On a reçu une lettre anonyme qui nous parle d'un garage qui ferait du travail dissimulé tout simplement. Factures, chiffre d'affaires, relevés bancaires et même avis d'imposition. En France, le GIR est le seul service qui a accès à tous nos petits secrets, sans exception. Une force de frappe qui va permettre au major d'Alain et à ses hommes de découvrir la plus grosse escroquerie de l'année dans la région. Les enquêteurs du GIR ont récupéré auprès des banques tous les relevés de compte des gérants. En les épluchant minutieusement, ils ont découvert qu'ils ont encaissé des sommes considérables, des sommes en grande partie non déclarées, auprès des organismes sociaux et du fisc. Une immense fraude. Tiens, tu viens voir, Christian? Donc là, j'ai commencé à rentrer les comptes bancaires. Donc il y a pas mal d'argent qui rentre. On a quand même déjà des belles sommes, hein. Alors voyons. On trouve déjà énormément de remises de chèques, des sommes rondes, des sommes relativement importantes qui vont de, en gros, 2 000 € jusqu'à 12 000 €, 3 400 €, 4 500, 1 000 €, 3 900, 3 800, 4 800, 4 000, et ça continue comme ça jusqu'à la fin, hein. Selon les enquêteurs, le détournement serait de 4 millions d'euros en 3 ans. Pour ne pas éveiller les soupçons, les gérants ont déclaré 10% de cette somme. Une escroquerie aussi énorme, c'est du jamais vu ici. En fait, ils dissimulent le chiffre d'affaires, ou autrement dit, les recettes de l'entreprise. Ils ne les déclarent pas aux finances publiques. Si l'affaire est exceptionnelle, c'est parce qu'elle réunirait fraude sociale et fiscale. Plus de 3 600 000 € n'auraient tout simplement pas été déclarés à l'URSSAF ni aux finances publiques. Et les suspects auraient en plus arnaqué le Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale en percevant le RSA. Des indices supplémentaires pour les hommes du GIR. Concernant, si on s'en tient à la dernière année 2011, à 10 000 € de revenus versés par Pôle emploi, alors que sur la même année, en février 2011, il a créé une entreprise individuelle de négoce de voitures. Il est propriétaire d'une maison. Il a acheté le terrain en 2010. D'accord. Pour un prix disons, qui avoisine 60 000 €. Et il a fait construire une maison dessus. D'accord. Indéniablement, les revenus connus et déclarés ne permettent pas d'assurer un enrichissement comme celui-là. Pour le parquet de Poitiers, les faits sont suffisamment graves pour ordonner sans attendre l'interpellation simultanée des suspects. Compte tenu du casier judiciaire des gérants et de leur passé criminel, notamment violence avec armes, les forces de l'ordre mobilisent plus de 110 personnes sur l'opération. Une première équipe se rend dans une zone pavillonnaire près de Poitiers.
pour procéder à l'arrestation du gérant de droit, c'est-à-dire le responsable officiel du garage. Dans le même temps, au cœur de la ville, une seconde unité d'élite doit interpeller d'autres suspects, parmi lesquels les 2 hommes soupçonnés d'être les vrais patrons du garage. L'un d'eux a déjà été condamné pour enlèvement, trafic de stupéfiants, blanchiment et violence volontaire avec arme. Ils sont donc considérés comme très dangereux. Les équipes se positionnent dans un silence total devant la porte de chaque domicile. Et à 6 heures précises du matin, l'heure légale, l'assaut est donné. Le premier appartement, celui du suspect le plus violent, est défendu par une imposante porte blindée. Fais à droite. Allez. Fais à droite. Première chambre. Tu vois. Ah, ok, on sort. Allez, on continue. Placard à gauche. Rentre. Lève le truc. Ok. Ok, placard. Lève le truc. Placard. À l'intérieur, personne. En fait, l'individu recherché sera interpellé par une autre équipe un peu plus tard dans la journée. Non loin de là, au domicile de l'autre suspect considéré comme dangereux, les gendarmes vont avoir plus de chance. Allez. À gauche. Restez couché à terre. Au sol. Tournez-vous. C'est comment votre nom, monsieur? Vous êtes le père? Ok, Seb. Cet homme est donc le père de l'individu recherché qui, lui, se trouve dans la pièce d'à côté. Une fois le suspect maîtrisé, les gendarmes tentent immédiatement de rassurer sa femme et ses enfants impressionnés par l'assaut. Madame, venez vous occuper des enfants. Venez. Oui. Mon beau-père, il est là, il est avec son fils. D'accord. Est-ce que vous voulez... Ok. Votre mari vous expliquera, les enquêteurs aussi. Ne vous inquiétez pas, madame. Si vous voulez donner à manger ou à boire aux enfants, vous les emmenez dans la cuisine, il n'y a pas de souci. Ok, interpellé, sécurisé. 2 hommes, une femme, 2 enfants. Il y a le père de l'interpellé. Mais ce matin-là, c'est au domicile du gérant de droit, considéré comme l'homme de paille de l'arnaque supposée, que les gendarmes vont faire leur plus belle prise. Comme tous les individus interpellés ce matin-là, le gérant est aussitôt placé en garde à vue. C'est sa femme qui doit être dans les cheveux. Ouais, donc il est 6 heures, vous êtes passé en garde à vue pour le motif suivant, avec dissimulé. Ouais, tu vas avec. Alors on va vous expliquer tout ça. Ce sont les motifs qui nous permettent de vous passer en garde à vue. Ça vous procure des droits. Donc vous avez droit à prévenir un membre de votre famille. Vous êtes accompagné ici? Mais il y a ma femme. Donc on va prévenir votre épouse. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Vous souhaiterez un avocat? Oui. Vous allez y réfléchir. On va remplir un imprimé ensemble. Donc vous aurez droit au cours de vos auditions de faire des déclarations, de vous taire. Et souhaitez-vous un examen médical? Non. Non? Si on peut vous permettre, on s'installe pour Le choix. L'homme n'oppose pas de résistance et ne manifeste aucune colère. Il est sous le choc. La surprise est totale. Signez par ici, s'il vous plaît. Signez ici. Une fois la garde à vue notifiée, la perquisition du domicile peut commencer. C'est le major Dalin lui-même qui supervise l'opération. Il y a votre sacoche quelque part là? C'est à vous ça? Bon, on va regarder dedans. Une fouille méthodique commence sous les yeux du gérant et de sa femme, de plus en plus inquiète. On est pas des criminels. Mais il c'est Vous bon. avez les coordonnées de votre avocat? Son mari réussit à la calmer, mais le travail des enquêteurs du GIR le met lui aussi de plus en plus mal à l'aise. Ça ne mange pas si je mange. Pardon? Ça ne mange pas si je mange. Si vous mangez? Si je mange. Ouais, effectivement, vous transpirez. Qu'est-ce que vous avez? Je me lève. Vous voulez prendre quelque chose? Sur le canapé. Oui, vous pouvez vous allonger si vous voulez, mais oui. À peine allongé, le suspect est sommé de se relever.
L'un des gendarmes vient de faire une découverte très compromettante. Venez là, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon? D'accord. Tiroir. C'est pas. Il y a combien dedans? Sur cette enveloppe remplie de liquide, des numéros d'immatriculation qui correspondent à des ventes de véhicules, probablement non déclarés. Le décompte commence immédiatement devant le suspect, qui semble en pleine crise d'angoisse. Bilan, plus de 7 900 € en petites coupures. Les enquêteurs pensent que cette somme correspond aux commissions touchées par le gérant pour sa complicité dans l'arnaque. Il va devoir s'expliquer sur la présence d'un tel pactole chez lui, car ce n'est pas fini. Didier, deux autres enveloppes là, avec des espèces. Au total, les économies du suspect s'élèvent à 11 700 €. Une pièce à conviction qui vient s'ajouter à tous les autres documents saisis. Bulletin de paie, assurance, déclaration du Pôle emploi, feuille d'impôt, passeport et même des preuves de transfert de fonds réguliers à destination du Maroc. On va juste regarder dans les pièces, là, les chambres, tout ça. Après on va dehors et après on s'occupe des véhicules. Les enquêteurs se dirigent maintenant vers le bureau pour y saisir l'ordinateur du suspect. Un suspect qui commence à peine à reprendre ses esprits, mais qui n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. T'as vu là où où elle est? Qu'est-ce que ils sont volés mes véhicules? Non, c'est pas ça. Comment ça se révole? Là, escroquerie, ça veut dire que bon, ben, y a eu des problèmes sur les véhicules vendus. La plus grosse partie, c'est le travail légal, c'est-à-dire le fait de ne pas déclarer tout son chiffre d'affaires. Et il y a un problème aussi de salariés non déclarés. C'est pas mon salarié, donc c'est pas le vôtre? non, c'est pas le mien. Il est à qui alors? Bah, on verra ça par la suite. Ah, d'accord. D'accord. Je crois que c'est ça. Si le suspect paraît avoir retrouvé sa décontraction, il n'a absolument pas conscience de ce qu'il risque. À ses yeux, les faits reprochés ne sont que des broutilles. Il ne va pas tarder à déchanter. Car la journée ne fait que commencer. Pendant que ses complices sont entendus à la gendarmerie, le gérant est emmené par les enquêteurs du GIR pour assister à la perquisition du garage. On va voir ce qu'on va trouver comme papier là-bas, comment c'est organisé là-bas déjà. Mais bon, mon avis là, ce qu'il avait là, c'est plus son activité occulte, c'est-à-dire ce qui passe pas vraiment par le garage, quoi. Si les enveloppes remplies de liquide renforcent la présomption de fraude, elles ne prouvent rien. Le GIR doit encore vérifier que cet argent provient de ventes de véhicules non déclarés. C'est pour ça qu'il doit saisir tous les documents administratifs du garage. Il faut juste voir dans le garage ce qu'il y a pour être sûr qu'il n'y ait personne ni rien. Il va falloir voir s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans? Personne qui dort dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Il n'y avait pas le mécano qui dormait dedans? Bah, pendant un temps, il y dormait. Le gérant ne cherche même pas à nier. Grâce à leur planque, les gendarmes savent que le mécano non déclaré dort régulièrement sur place. Ce matin, il n'est donc pas là. En revanche, une autre surprise les attend. Les bureaux d'abord. Les bureaux. S'il vous plaît. Juste devant les bureaux, deux splendides scooters des mers d'une valeur de 16 000 €. Selon le gérant, ils appartiennent à ses complices présumés. De bien jolis jouets pour des allocataires du RSA. On va vérifier ça. Dans le bureau, les enquêteurs vont tout rafler, ordinateur compris. Mais le gros morceau de la journée, c'est la saisie des véhicules qui s'organisent déjà à l'extérieur. On avait envisagé 80-90 et on est sur pratiquement 100 voitures. Donc là, on va faire maintenant le travail de recensement officiel, retrouver les cartes grises, les clés et les numéroter. Mais avant de saisir les voitures, les gendarmes doivent vérifier qu'elles n'ont pas été volées ou trafiquées, puis qu'elles sont bien en état de rouler. Dernière vérification indispensable avant d'évacuer les véhicules, la détection éventuelle de produits stupéfiants. Comme deux des complices présumés ont déjà été mêlés à des affaires de drogue, les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Allez, monte. Dis-moi.
La recherche de stupéfiants ne donne rien, même dans les locaux. Dehors, la saisie se termine par le placement des voitures sous scellé. Si les prévenus sont reconnus coupables, elles seront confisquées, puis revendues aux enchères. Perte sèche pour le gérant et ses complices présumés, 327 000 € pour l'ensemble du parc. Je sais pas s'il va tenir quand tu colles au pare-brise là, puis voilà, allez zou, circulez. Une perspective qui semble donner des sueurs froides aux suspects. Une petite comme ça dure combien de temps? Pardon? Ça dure combien de temps une enquête comme ça? 6 mois, 8 mois. 6 mois? Ouais, c'est ça, ouais. On dirait que tu t'auras dans 6 mois, quoi. Les voitures? Ouais. Si vous les récupérez? Il y a eu des gens qui ont fait pire que ça. Ils les ont récupérés. Justice, après nous ça ne nous concerne pas. Nous on fait notre travail. Ah, nous c'est notre domaine, c'est ça. Après c'est le procureur de la République qui va décider des suites à donner. Hein. Nous après ça ne nous concerne plus. La tension monte encore d'un cran lorsque le suspect apprend l'arrivée du procureur sur le site. Oh, écoute, c'est là qu'on te dit, tu ne filmes pas moi. Je filme. La présence du procureur prouve que l'affaire est importante. Il a demandé à entendre le suspect sans attendre. Et ça n'est pas bon signe. C'est ça la comptable, les documents là, c'est quoi? C'est les... C'est les déclarations de cession. Déclarations de cession. Et vous faites vous avez un registre de police? Oui. Il est à jour? Non. Ah, et voilà. Ça commence bien. Si vous le tenez, pourquoi vous ne le tenez pas à jour? On était débordé. Vous n'étiez pas débordé par les déclarations fiscales, hein? Je pense pas. Après 10 mois d'enquête, certains points restent à éclaircir, et notamment la fonction exacte des protagonistes. Il est jamais là, il vient pas là ici, Très rarement. Très rarement. Il peut dire rarement, mais il n'a pas les bons endroits. Il vient pas sur le parc non plus. Rarement aussi. Et quand il vient, qui c'est qui commande? C'est lui ou c'est vous? Hein? Vous savez très bien pourquoi vous me posez ces questions. C'est très bien. Moi je commande rien moi ici. Ah, voilà. Je commande rien moi ici. Donc c'est bien ce que je dis, ils sont gérants, ils sont autant gérants que vous quoi. C'est ça. Et c'est eux qui commandent un peu la boutique quoi. Fais ci, fais ça, vends comme ci, vends comme ça, donne-moi les sous, me donne pas les sous. Ça ils doivent pas le dire souvent ça. C'est plutôt donne-moi les sous, hein, à mon avis. Ils doivent surveiller la caisse tout ça, hein. Non? Ils doivent avoir l'œil hein, quand même. Hein. Parce que on a trouvé un fusil à pompe à canoncier quand même. Alors, je sais pas, oui. Ça fait bizarre pour un gérant d'un associé de vente de voitures. Ouais, un fusil à pompe à canoncier, ouais. Et quand les gens viennent et qu'ils achètent une voiture et qu'ils vous payent en liquide, vous mettez tout sur le compte ou il y en a un petit peu qui reste un peu? Ah, vous investissez en liquide, vous achetez des voitures en liquide. D'accord, vous les vendez en liquide, mais vous ne gardez pas d'argent liquide avec vous? Si, un peu quand même, là, parce qu'on en a retrouvé. Bah oui, très peu, mais enfin quand même, chez vous, on a retrouvé 11 000 €, vous dites c'est très peu ça. Pour vous, c'est très peu, alors qu'est-ce que ça doit être? C'est beaucoup alors. Ce jeu du chat et de la souris dure de longues minutes. Le suspect ne semble toujours pas réaliser les risques qu'il a pris en acceptant d'être le gérant de droit de l'affaire. Et le procureur prend un malin plaisir à les lui rappeler. Le chiffre d'affaires 2013, 699 822 €. Ça marche pas mal hein, quand même. Hein. Ça c'est ce qu'on retrouve sur votre compte bancaire de gérant. Et je crois pas que vous avez déclaré tout ça. Hein. On va regarder de toute façon vos déclarations de tout ça. Alors, ça fait beaucoup de chiffres d'affaires pas déclarés, ça ressemble à du travail dissimulé. Quoi. Si on dissimule un dixième ou un vingtième des recettes, bon, mais quand on en dissimule les 2/3 ou les 3/4, là ça devient du travail dissimulé, monsieur. Et c'est le gérant, donc c'est vous qui signez les déclarations, c'est vous qui êtes le responsable juridique, donc c'est à vous qu'on s'adresse. Faites attention parce que c'est vous le gérant, hein, c'est sur vous que c'est vous le numéro 1 dans le truc. Hein. Le procureur est arrivé à ses fins. Le suspect est complètement déstabilisé. Il est prêt pour être interrogé par les gendarmes. Je vais prolonger votre garde à vue de 24 heures. Et puis voilà, vous allez vous expliquer avec les gendarmes. Les auditions commencent pour le gérant et ses acolytes.
Leur magouille présumée pour échapper aux taxes et à l'impôt risque de leur coûter cher, jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Sans compter la confiscation de toutes les voitures, ainsi que de l'argent trouvé chez eux et sur leur compte bancaire. Des peines auxquelles viendraient s'ajouter les remboursements et les pénalités fixées par les finances publiques et les organismes sociaux qu'ils auraient arnaqués. L'affaire est toujours en cours. Les suspects seront prochainement jugés au tribunal de Poitiers.